Et bienvenue sur le 5e épisode du podcast Cap de Vivre, le podcast où on discute, où on échange, puisqu'après tout, la science n'a jamais réussi à prouver qu'une discussion ne pouvait pas changer le monde. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Emmanuel Piquet. Salut Emmanuel. Salut Jenny. Tu es une figure incontournable, je ne peux pas dire autre chose, du mieux-être aujourd'hui. Est-ce que malgré ça, tu veux bien nous faire une petite présentation, nous dire qui tu es en quelques mots, avec ce que tu souhaites dans ta présentation? Alors, donc je m'appelle en effet Emmanuel Piquet, je suis maître de conférence à l'Université de Liège et je suis aussi la fondatrice de centres de consultation et de formation qui s'appellent les centres à 180 degrés. On expliquera, je pense, plus tard pourquoi. Oui. Et je dirais que le projet de ma vie professionnelle, globalement depuis une petite vingtaine d'années maintenant, c'est de diffuser le modèle de l'école de Palo Alto, qui est un modèle d'intervention, de résolution de problèmes, qui est issu en effet de cette école qui a été fondée dans les années 50 aux États-Unis, qui a bouleversé en fait les sciences humaines, les sciences sociales d'une façon générale. Et je suis également la mère de 4 enfants et la grand-mère d'un petit garçon qui s'appelle Arthur. Oh, félicitations. Merci. Quel beau parcours sur tous les plans. Et justement, donc, la systémie, plus particulièrement l'école de Palo Alto, comment est-ce que tu définirais ça pour des personnes qui n'en ont jamais entendu parler et qui l'entendent aujourd'hui pour la première fois? Alors, c'est difficile en effet de le synthétiser parce que c'est vraiment un cénacle de penseurs qui a eu des travaux absolument foisonnants dans tous les domaines, mais on peut quand même s'arrêter sur une de leurs prémices qui est extrêmement intéressante à la fois sur un plan intellectuel mais aussi sur un plan clinique. Cette prémisse qu'ils ont mise en exergue, c'est que c'est souvent ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. Et donc, à partir du moment où ils ont identifié ça dans un certain nombre d'interactions, on va dire, dysfonctionnelles, entre soi et le monde, entre soi et les autres, ou entre soi et soi-même, ils en ont conclu assez astucieusement que pour accompagner les gens qui leur demandaient de l'aide, il fallait qu'ils les aident à faire exactement l'inverse de ce qu'ils avaient mis en place jusqu'à présent. C'est-à-dire d'opérer une sorte de virage à 180 degrés de ce qu'ils avaient tenté très logiquement, d'une façon générale, pour résoudre leurs problèmes, et qui visiblement n'atteignaient pas cet objectif. Et donc, c'est pour ça qu'on s'appelle à 180 degrés, parce que vraiment, on va aider tous les gens qui nous font confiance pour le faire, on va les aider à emprunter, d'une certaine manière, ce fameux virage à 180 degrés. Qui est une façon, finalement, de casser un petit peu le réflexe ou les habitudes qui auraient été mises en place. Absolument. Le réflexe ou les habitudes qui, au fond, alimentent le cercle vicieux dans lequel ils sont pris. Ok. Et tu as d'ailleurs fondé ce centre à 180 degrés, qui est, comme tu dis, un centre de consultation, donc on peut prendre librement rendez-vous auprès de ton équipe ou de toi-même. Et c'est aussi un centre de formation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, on a été assez rapidement appelés pour apprendre les outils, les principes de cette école à toutes sortes d'intervenants, et notamment dans le monde de l'éducation, puisque nous sommes très spécialisés dans les souffrances en milieu scolaire. Et en fait, moi, quand je suis tombée dans l'école de Palo Alto, dans cette espèce de chaudron magique, je suis tombée très jeune. Je suis tombée il y a vraiment très longtemps. J'ose même pas dire il y a combien de temps. Je devais avoir 20 ans à peu près. D'accord. Et c'est un de mes oncles psychiatres qui m'a tendu un livre de Paul Václavic, qui est un des penseurs fondamentaux de cette approche, et qui m'a dit vas-y, lis ça parce que ça va te plaire, je pense. Donc je l'ai lu, et là j'ai littéralement fait un tour sur moi-même en me disant mais c'est incroyable, c'est tellement intelligent, c'est tellement pragmatique en même temps, et je me suis dit dans un coin de ma tête, je veux faire ça quand je serai plus grande, en fait. D'accord. Mais à l'époque, donc il y a fort longtemps, je le redis, vraiment la France notamment était encore sous le joug, si je peux m'exprimer ainsi, de la psychanalyse. C'est-à-dire que vraiment tous les soins, en fait, toute la relation d'aide, disons, était fondée sur une approche psychanalytique, ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays, mais en tout cas nous très longtemps on est resté beaucoup marqués par la psychanalyse, et donc c'était très difficile de se former à d'autres approches comme celle-ci. Et puis donc moi je sortais d'une école de commerce où j'avais fait option ressources humaines parce que quand même j'étais déjà mue par ce genre de projet,
Et au bout de 15 ans de ce métier que j'ai adoré par ailleurs, j'ai vu que l'école de Palo Alto commençait à être diffusée. On commençait à former à cette approche en Belgique notamment, et puis un peu en France. Et donc là, je me suis dit, il faut pas que je loupe cette opportunité parce que j'avais toujours ce rêve de jeune fille dans ma tête. Oui. Et donc, je me suis formée en formation continue pendant ma mission de DRH. Et du coup, lorsque j'ai monté mon cabinet, lorsque j'ai vraiment opéré cette reconversion, après cette formation, j'ai eu très vite des enfants en consultation. D'accord. On a tous, nous, thérapeutes, des populations un peu de prédilection. Il y a des gens, par exemple, qui aiment beaucoup les personnes dépressives. Moi, par exemple, je ne suis pas très bonne avec les personnes dépressives, voilà, parce que je sais pas très bien faire, parce qu'au bout d'un moment, ça m'agace, c'est ce qui me va pas, hein, donc j'en ai parfaitement conscience. Alors, j'ai des collègues qui sont très doués pour ça. Oui. Il y en a qui aiment bien les couples. Moi, vraiment, les couples, je trouve que c'est très, très compliqué. Et donc, en fait, moi, je m'entends très bien avec les enfants et les adolescents depuis longtemps que je suis adulte, je veux dire. Et donc, j'ai reçu très vite beaucoup d'enfants et d'adolescents. Et en fait, c'est un peu comme les sœurs Tatin quand elles ont fait leur tarte. Moi, je leur posais assez incidemment la question pour des tableaux symptomatiques très variés, comme des encoprésies ou comme des attaques de panique ou comme des refus d'obstacles académiques, par exemple. Je leur posais la question, comment ça se passe pour toi dans la cour de l'école, du collège ou du lycée, et assez invariablement, ils me répondaient, ça se passe extrêmement mal. D'accord. Sans que finalement, personne n'ait fait de lien entre les symptômes avec lesquels ils arrivaient et ces événements avec leur groupe de pairs PAIRS. Et je me suis dit, c'est quand même invraisemblable qu'on n'ait pas de réponse à apporter à ces enfants et à cette souffrance. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que, en effet, apaiser les souffrances relationnelles des enfants en milieu scolaire, c'était vraiment un enjeu de santé publique. Oui. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que, grâce à la force, à la puissance de l'école de Palo Alto, je peux modéliser une approche résolutoire pour ces enfants. Parce qu'à l'époque, globalement, on leur offrait une écoute empathique, ce qui est un minimum, évidemment. Quand elle n'était pas condescendante ou un peu indifférente, mais il y avait vraiment rien qui leur était proposé. Même le harcèlement scolaire, j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était, enfin, il y a une vingtaine d'années encore, c'était oui, bon, bah, défends-toi et puis ça va finir par passer. Oui, c'est ça, défends-toi, ou alors encore pire, ce qui ne tue pas en plus fort, enfin, toutes sortes de choses tout à fait intéressantes. Oui. Tout à fait. Donc vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à modéliser sur ce sujet. Et alors, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai été appelée par TED, par les conférences TEDx. Okay. Du coup, j'ai fait une première conférence TEDx là-dessus, puis une deuxième. Et dans la salle, il y avait les éditions Payot, Rivage Actes Sud. Et l'éditrice m'a appelé le lendemain en me disant j'adorerais écrire un bouquin là-dessus. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. C'est que j'ai du coup publié mon premier livre chez Payot qui s'appelait Te laisse pas faire. Et à partir de là, je ne sais plus ce qui s'est passé en fait, Jenny. Je ne sais pas, j'ai pas compris. puisque du coup, on est maintenant une quarantaine dans le regroupement. On est répartis sur l'ensemble du territoire et également en Belgique et en Suisse. Okay. Et on forme de plus en plus de personnes et on reçoit de plus en plus de personnes en consultation. Donc un peu, c'est comme ça un peu que je suis tombée dans le chaudron. Ok. Tu es un petit peu la créatrice de la tarte tatin, du harcèlement scolaire. On le dit autrement, exactement. Extraordinaire. C'est presque par accident que finalement tu as mis le doigt sur quelque chose finalement où il y avait un besoin. Sinon, ça n'aurait pas pris autant. Tout à fait. C'est génial. Et ton engagement justement sur le sujet du harcèlement scolaire, donc on peut retrouver beaucoup d'interventions de ta part, tu as écrit plusieurs livres. Est-ce que tu sais pourquoi ce sujet te tient à cœur ou est-ce que c'est, comme tu l'as expliqué, un concours de circonstances qui a fait que tu t'es retrouvé face à des enfants ou des adolescents qui en avaient besoin et que ce sujet t'a un petit peu explosé au visage ou est venu à toi en tout cas sans que tu le demandes vraiment? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on me demande souvent si j'ai été soit harcelée, soit harceleuse, donc aucun des deux. Et j'en suis heureuse pour toi. Merci. Mes enfants n'ont pas horriblement souffert de ça, même s'ils ont eu des moments difficiles. Bien sûr, oui. Mais c'est pas un combat qui vient de quelque chose de personnel, en tout cas dans ma biographie. Mais exactement comme tu dis, ça m'a vraiment sauté au visage et je me suis dit, c'est vrai que cette école de Palo Alto, elle a ça de remarquable que comme c'est une espèce de métamodèle, on peut l'utiliser dans plein de recoins, en fait, finalement, de territoires où la souffrance peut se nicher. Oui. Et un peu, ça m'est tombé dessus comme ça parce qu'encore une fois, vraiment, tous les enfants en souffrance que je voyais, ou en tout cas une majorité, vraiment souffraient de ça à ce moment précis. Oui. Et puis, on se rend compte
compte aujourd'hui enfin à quel point ça a des conséquences sur le développement, sur l'assurance une fois à la vie adulte. Enfin, ça y est, on se rend enfin compte que ces années-là, en tout cas, peuvent laisser des traces très importantes et que le mal-être qui est vécu, c'est pas seulement, comme on nous disait il y a 20 ans, bon bah affirme-toi, fais-toi une place. C'est bien plus profond que ça. Oui, absolument. On sait désormais que, en effet, les séquelles à moyen et long terme, parce que, en effet, les conséquences du harcèlement ne s'arrêtent pas lorsque la dernière sonnerie du lycée a retenti, d'une certaine Bien façon. sûr. Les harceleurs du bac à sable, si je puis m'exprimer ainsi, on les retrouve à la machine à café, on les retrouve dans le couple, on les retrouve dans certains groupes sociaux. Et du coup, en effet, on sait aujourd'hui que des enfants, des adolescents harcelés qui s'en sont pas sortis en fait par leurs propres moyens, en puisant dans leurs propres ressources, en étant évidemment accompagnés par un adulte, eh bien, voilà, rencontrent plus de difficultés que la moyenne globalement, que ce soit en matière de maladies chroniques, que ce soit en matière de réussite professionnelle et économique, que ce soit même en matière de relations amoureuses. Donc, on n'est pas sur un petit événement ponctuel. Oui, la fameuse théorie d'il y a 20 ans de ça va passer, finalement, a été complètement démontée aujourd'hui. Et c'est très bien, on avance enfin sur le sujet de ce qu'on prenait un petit peu par-dessus la jambe à une époque, quoi. Oui, alors c'est ça qui est hyper intéressant parce que en fait, vraiment, comme tu le dis très bien, à l'époque, on était sur une espèce, comme je le disais, de condescendance un peu indifférente, et c'était tout à fait problématique en matière de conséquences. Moi, je me souviens par exemple, parce que on n'en parle pas de ça, mais parce que c'est moins fréquent, ou en tout cas parce que peut-être c'est moins dit, mais il y a aussi beaucoup de chagrin d'amitié à l'époque de l'enfance et de l'adolescence. Moi, je me souviens d'avoir eu un chagrin d'amitié notamment extrêmement douloureux, très submergent en matière d'émotion, et j'ai été vraiment accueillie avec une espèce d'indifférence, pas méchante, hein, je veux dire, tout ça n'était pas hostile, mais vraiment c'était pas le sujet. Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet, et je trouve qu'on est allé peut-être un peu trop dans l'autre sens, d'une certaine manière. Oui. C'est-à-dire que la population adulte s'est beaucoup emparée de ce sujet, souvent avec un prisme extrêmement émotionnel, et c'est parfaitement légitime. Ça suscite évidemment énormément d'émotions, que ce soit de la colère, de l'infinie tristesse, de l'angoisse, enfin une espèce de maelstrom émotionnel tout à fait légitime. Mais je pense que pour s'attaquer à ce fléau, on a besoin d'autre chose que d'émotions et de bons sentiments. On a besoin d'analyse, on a besoin de bien comprendre ce qui se joue, etc. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on sait que 60% des enfants et des adolescents ne parlent pas des faits de harcèlement qu'ils subissent au moment où ils se produisent. D'accord. Ils en parlent après, longtemps après, mais pas au moment où ils se produisent, ce qui signifie quand même, et ça pour moi c'est un échec collectif, qu'ils n'ont pas confiance dans les adultes. Oui. Et il y a une chercheuse tout à fait brillante qui s'appelle Margot Déage, qui a sorti sa thèse au PUF sur ce sujet, qui met en évidence ce chiffre tout à fait glaçant de mon point de vue, c'est que 64% des collégiens considèrent que les adultes ne savent pas gérer les problématiques de harcèlement. Oh waouh. Donc en fait, il ne suffit pas de libérer la parole, surtout que la parole c'est surtout libérée chez les adultes, et on le redit, hein, c'est tout à fait positif pour un certain nombre de sujets, mais en même temps, je pense que la parole c'est pas du tout libérée du côté des enfants et des adolescents, en tout cas pas vis-à-vis des adultes. Et je pense qu'il y a tout un travail qui reste à faire de ce point de vue-là. Oui. Même si ça se démocratise quand même, je m'excuse Emmanuel, je sors un petit peu des questions, mais tu m'inspires. J'ai eu écho d'expériences menées dans des collèges avec des groupes de travail autour du harcèlement qui utilisent le même, entre guillemets, le même système que celui dont tu peux parler, peut-être pas forcément exactement Palo Alto, mais je trouve que c'est assez récent, du moins j'en entendais pas parler avant, et je trouve ça intéressant quand même que, au lieu de se dire un professeur va s'occuper de ce sujet, qui est vraiment un groupe de travail qui va chercher des théories, qui va chercher des outils pour essayer de s'équiper et pour mener un petit peu cette guerre au harcèlement au milieu scolaire. Toi, tu sens une différence comme ça dans les établissements ou pas ? Alors, je sens très clairement une envie des équipes éducatives de s'emparer de ce sujet, vraiment, que ce soit les CPE, que ce soit les assistants d'éducation, que ce soit les infirmières, les psys, les médecins scolaires, que ce soit un certain nombre d'enseignants et de chefs d'établissement. Ça, c'est vraiment indéniable, et on a à notre disposition, si je puis dire, pour lutter contre ça, une espèce d'armée de gens ultra motivés et très, enfin plus que motivés, ils sont très engagés en fait. Le problème, c'est que ils n'ont pas beaucoup d'outils à leur disposition, et l'outil qu'ils ont à leur disposition pour l'instant, qui est en tout cas l'outil officiel,
de l'Éducation nationale, c'est un outil qui, au fond, s'adresse aux harceleurs, en fait. C'est-à-dire que, globalement, ce qu'on fait beaucoup, c'est de la prévention sur, en effet, comme nous l'avons dit juste avant, les séquelles que ça peut laisser, sur les conséquences pénales que ça peut générer. Oui. Voilà, sur le fait que, vraiment, il faut pas faire ça parce que c'est mal. Ce qui est très vrai, mais assez peu opérant parce qu'au fond, ce qu'on constate, nous, c'est que le harcèlement, c'est vraiment une escalade complémentaire entre, d'un côté, un enfant entouré d'un groupe d'enfants qui est de plus en plus en position haute, en position d'emprise, en position de toute puissance, Oui. et de l'autre côté de cette relation, un enfant qui est de plus en plus en position basse, recroquevillé, en souffrance et sous emprise. Rien que l'image est terrible. Ouais. Et quand on voit cette interaction-là, on voit bien qu'au fond, on a deux solutions. Soit, en effet, on essaye de parler au harceleur pour le faire redescendre à un niveau rééquilibré qui fera que l'autre, par vase communicant, remontera à un niveau lui aussi équilibré. Ou alors, on se dit, il faut parler à l'enfant harcelé, c'est lui qu'il faut outiller pour que lui remonte dans cette interaction à une position équilibrée. Et au fond, nous, et ça vraiment c'est Palo Alto qui nous l'apprend, on pense que pour sortir d'une relation dysfonctionnelle, quelle qu'elle soit, il faut en souffrir. Or, et ça c'est étayé aujourd'hui, c'est documenté par la recherche et notamment par Benoît Galland, les enfants harceleurs ne souffrent pas en fait, contrairement à une petite musique qui nous a beaucoup été chantée sur ce sujet. D'ailleurs, un chiffre tout à fait étonnant, je trouve extrêmement éloquent, c'est que nous, jusqu'à il y a 6 mois environ, sachant que nous en recevons 4 à 500, 600 par an d'enfants ou d'adolescents harcelés, donc depuis 20 ans. Donc on a quand même une bonne base de données et on est très, en effet, on est très identifiés comme étant des acteurs dans ce domaine. Nous n'avions jamais reçu d'enfants harceleurs. D'accord. Ce qui donne déjà, je trouve, une idée de la souffrance à la fois des parents et des enfants harceleurs. Alors, je m'empresse de rectifier. Je pense que nous avions reçu des enfants harceleurs, mais pas du tout pour ce sujet-là, en fait, pour cette problématique. Et au fond, l'enfant harceleur, ce qui est un impensé aujourd'hui institutionnel et qui, de mon point de vue, est assez problématique, c'est que il y a 2 moteurs, en fait, au harcèlement. Il y a le fait que c'est une façon tout à fait opérationnelle de se sécuriser face à des faits de harcèlement qui pourraient nous arriver. Quand on harcèle, on a moins de risques d'être harcelé. C'est une réalité tout à fait vraie. Et puis l'autre chose, c'est que au moment où le harceleur harcèle, l'émotion principale chez lui, c'est du plaisir. Alors on n'a pas envie d'entendre ça parce que c'est tout à fait horrible et pour autant si on ne le prend pas en considération, on ne comprend pas en fait la relation, le système dans lequel chacun est pris. C'est un plaisir lié à l'emprise, à la toute-puissance, en effet à la perception qu'ils ont de l'impact opéré sur un enfant, un autre être humain et une bande ricanante, ce qui ne gâche rien évidemment. Oui. Et donc au fond, l'enfant harceleur n'a aucune raison d'arrêter ça. Celui qui a intérêt à arrêter ça, c'est l'enfant harcelé et évidemment sa famille. Et donc c'est vrai que du coup nous, on est, je pense, les seuls à vraiment s'accroupir à côté des enfants harcelés pour les aider à, d'une certaine manière, jeter des graviers dans ce cercle vicieux du harcèlement. C'est un cercle vicieux au sens où l'enfant qui harcèle, la plupart du temps, il a un matelas de popularité assez conséquent. C'est ce qui lui permet de harceler. Et ce faisant, il augmente encore son matelas de popularité. Donc lui, c'est tout bénef, si je puis dire. Oui, et j'imagine prise de conscience n'est pas suffisante dans la balance, en tout cas, ne pèse pas assez lourd dans la balance face à cette satisfaction et à cette popularité grandissante. Une simple prise de conscience ne suffit pas. Exactement. On sait maintenant, grâce aux travaux sur le cerveau adolescent, que la zone limbique, qui est celle du plaisir immédiat, et notamment du plaisir immédiat au sens social du terme, est ultra développée, alors que le cortex préfrontal, qui est celui plutôt de la régulation, de la gestion de toutes ces émotions, augmente lentement, en fait, d'une certaine manière. Donc, en effet, ça a peu de prise. Et pour revenir sur donc nous avons reçu un enfant harceleur il y a quelques mois. Donc, dans un premier temps, nous on voit toujours les parents. D'accord. Et la maman nous dit, voilà, je viens vous voir parce que mon fils est harceleur et je voudrais que vous nous aidiez parce que c'est terrible, etc. Et cette maman est intimement et profondément bouleversée. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est presque brisé à l'intérieur d'elle-même quand elle a appris cette nouvelle. Ça doit être assez terrible en tant que parent, j'imagine, de se dire mon enfant fait ça, mon enfant fait subir quelque chose. Oui, je pense que c'est assez horrible pour un certain nombre de parents. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, au moins, c'est pas lui qui se fera marcher sur les pieds. D'accord. Qui est, au fond, quelque chose d'assez sécurisant. Je ne fais aucun reproche, mais je constate ça quand même. Mais cette maman, elle, vraiment, était, je le redis, profondément ébranlée. Et donc, elle nous dit, il faut que vous le rencontriez. Donc, on lui dit, ben non. Puisque, en fait, nous, on ne pense pas qu'il ait de problème vraiment. Et elle dit, si, je vous assure, il souffre énormément.
Donc nous, on ne résiste jamais quand on nous dit qu'un enfant est en souffrance. Bien sûr. On lui envoie donc un message en lui disant voilà, maman a l'air très inquiète, nous on n'est pas sûr que toi ce soit le cas. Si c'est le cas, on serait ravis de t'aider. Surtout ne viens pas si tu n'as pas envie. En fait, vraiment, on est très freinant nous avec les adolescents parce qu'on veut qu'ils s'emparent de la thérapie, quoi, d'une certaine manière. Bien sûr. Et il nous explique que en fait, ce qui le fait beaucoup souffrir, c'est que sa mère souffre. Ah. Et qu'il a une tellement belle relation avec elle qu'il veut vraiment changer ça parce qu'il voit à quel point ça la bouleverse, quoi. Et donc, c'est pas du tout la prise de conscience d'une souffrance de ses victimes qui a motivé en fait sa prise de rendez-vous. Et le fait qu'il a très bien travaillé et qu'on a vraiment réussi à faire des choses très intéressantes avec lui, c'est vraiment la souffrance de sa maman. Donc, c'est pour ça que je pense en effet que les parents d'enfants harceleurs, lorsqu'ils sont confrontés à cette révélation, qui en effet peut être parfois très douloureuse comme tu disais, ce qui est déjà extrêmement important, c'est qu'ils puissent dire aux parents des enfants harcelés, par exemple, je te crois, enfin je vous crois, je crois votre enfant, il y a aucun doute là-dessus et je vais voir ce qu'on peut faire, on va y réfléchir ensemble. Mais en tout cas, de pas atténuer ou de pas nier, parce que c'est ce que font beaucoup de parents, parce que en réalité, il y a une espèce d'équation qui se met en place d'un point de vue un peu sociétal, qui est au fond si mon enfant harcèle, c'est que je suis un psychopathe, globalement. Hein, c'est un peu ça l'idée, ce qui est totalement faux. C'est vraiment un fléau qui est très, très également, équitablement distribué dans toutes les couches de la société, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient socio-professionnelles. Enfin, voilà, il n'y a pas de profil type du parent harceleur, d'une certaine manière. C'est pas là que ça se joue. Je le redis, comme je le dis souvent en conférence aux parents, je leur dis, les enfants harceleurs, ce sont vos enfants. Oui. Du coup, c'est vrai que nous, la quasi-totalité de notre travail consiste en effet à épeler, outiller, étayer des enfants harcelés pour qu'ils reprennent le contrôle de la relation. Ok. Fascinant sujet, je pense, qui n'a pas fini de, de vous motiver à continuer ce combat. Il y a aussi ton podcast, J'ai un problème, que tu partages avec Rebecca Ritchie et qui met en lumière la thérapie brève. Moi, j'ai trouvé une définition récemment, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. L'accompagnement de l'analyse psychologique comme on connaît de façon courante, lorsqu'on tombe dans un trou, nous amène à comprendre pourquoi est-ce qu'on est tombé. Là où l'école de Palo Alto va nous aider à en sortir et à éviter de retomber dans un prochain. Est-ce que tu es d'accord avec cette image-là, pour essayer de résumer très grossièrement ces accompagnements? C'est exactement la métaphore qu'on utilise quand on présente le cadre de nos thérapies en première séance, vraiment, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'école de Palo Alto va se concentrer sur comment le problème est alimenté, ici, maintenant, comment il est éventuellement amplifié, et comment on peut arrêter ça d'une certaine manière. Même pour des événements qui ont eu lieu il y a fort longtemps. D'accord. La question c'est aujourd'hui que ce problème contre lequel finalement on ne peut plus rien puisqu'il fait partie du passé, comment ce problème continue d'une certaine manière à alimenter la souffrance ici maintenant et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne soit plus le cas en fait. Donc oui, la métaphore est parfaitement adaptée. Super. Et dans ce podcast, donc J'ai un problème, qu'est-ce qu'on trouve exactement? Alors, on a voulu le scinder en deux tomes, d'une certaine manière, par épisode, ou en deux parties par épisode. Il y a une première partie où Rebecca lit de façon absolument divine, avec ses talents de conteuse, une vignette clinique, hein, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon une histoire, en fait, qui nous a été amenée en thérapie, complètement décontextualisée, complètement modifiée, etc., sur plein d'éléments pour pas qu'évidemment, il y ait une possible reconnaissance. Et puis, en deuxième partie, on va avoir un échange pour déplier vraiment ce cas dans ses moindres recoins avec les lunettes de Palo Alto. Pour expliquer au fond comment la thérapie a eu lieu et comment elle a pu fonctionner ou pas, parce que des fois, évidemment, il y a des cas où ça fonctionne pas. Et donc, c'est vraiment de déplier tout ça pour en tirer une espèce de quintessence un peu clinique, mais qui est, je pense, abordable vraiment pour même des parfaits néophytes. Et dans le sens thérapie brève, ça aussi, je pense que c'est une forte différence avec la thérapie comme on la connaît au sens courant. C'est que, je crois, si je me trompe pas, mais n'hésite pas à me reprendre, que
en 10 séances maximum, un problème, en tout cas tel qu'il a été amené, peut trouver une résolution. C'est ça l'idée, hein, c'est que vraiment le cadre de départ, c'est effectivement 10 séances maximum. Ici, dans les centres, on est en moyenne à 4,2 séances, très précisément. Mais on préfère se laisser le temps si jamais il y a besoin. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne pratiquons aucun acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que s'il y a absolument aucun changement au bout de 4 séances, là, en effet, la question va se poser de savoir si l'école de Palo Alto convient à ce type de situation, si le thérapeute ou la thérapeute convient, ou s'il faut pas tout simplement en changer, parce que parfois la relation ne se crée pas. Si c'est le bon moment de faire cette thérapie, parce que au fond, comme on va donner beaucoup de choses à faire à nos patients entre les séances, si en effet ce qu'on leur propose de faire n'amène aucun changement, c'est quoi? Soit qu'on s'est complètement trompé, soit qu'en effet le patient n'est pas en mesure, pour plein de raisons tout à fait légitimes, d'opérer ce fameux virage à 180 degrés, en tout cas pour l'instant. Je trouve que c'est une sorte, en tout cas c'est ce que je ressens là quand on en parle, une sorte de message d'espoir caché. Pour avoir beaucoup de discussions de par mon travail ou même dans mon cercle social sur cette énergie qu'il faut mettre avant d'attaquer une thérapie, avant de se dire bien voilà, peut-être que c'est le moment pour moi d'aller me poser quelques questions sur moi-même. Je trouve que ça nécessite énormément d'énergie parce que on a toujours la sensation qu'on va se lancer dans un très grand voyage qui va aller mettre en lumière d'anciennes cicatrices qu'on n'a pas toujours envie d'aller regarder. Et je trouve que là, de la façon dont tu le décris, c'est un vrai message d'espoir si, en quelques séances finalement, on ne vient pas forcément regarder la cicatrice, mais juste apprendre à vivre avec elle. Exactement ça. C'est tout à fait ça. Et ça, c'est malheureusement une réminiscence de la psychanalyse. C'est que, en effet, une analyse, d'après les derniers chiffres, c'est entre 7 et 8 ans en moyenne, ce qui est quand même extrêmement long. Avec, comme tu le dis très bien, une revisite de ce qui a bien pu se passer, de souvent très négatif auparavant, notamment dans l'enfance, avec une création de liens explicatifs entre ce qui a pu se passer dans l'enfance et ce qu'on vit aujourd'hui, ce qui peut être parfaitement intéressant, j'ai aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de patients qui viennent nous dire voilà, j'ai ce problème-là, j'ai fait une analyse, j'ai compris pourquoi j'ai ce problème-là. On en revient à la métaphore du trou, mais j'ai toujours ce même problème en fait. Oui. Donc c'est vraiment ça la différence en réalité. Et c'est vrai que moi je pense que l'analyse, si en effet elle est prise comme un voyage, comme tu dis très bien, à l'intérieur de soi pour mieux comprendre ses fonctionnements, etc., ça peut être très intéressant. Mais j'ai plus de doutes sur son aspect résolutoire, en fait. Oui. C'est presque complémentaire, peut-être, je ne sais pas, pour certaines personnes, de, dans un premier temps, ou peut-être même parallèlement, comprendre ce qui s'est passé et quel lien on peut faire, mais aussi venir chercher une résolution sur aujourd'hui, je me libère de ce bagage-là, en fait. Oui, c'est ça, complémentaire en ayant vraiment des objectifs très différents. Parce que si, en effet, on demande son chemin à deux guides pour tenter de résoudre un problème, deux guides qui ont une épistémologie par définition opposée, hein, vraiment, c'est tout à fait opposé, le risque, c'est qu'on n'arrive pas très vite, quoi. C'est vrai. Et de manière plus générale, tous les projets que j'ai pu trouver qui te concernent, que ce soit les livres que tu as écrits, les podcasts, les vidéos que j'ai pu voir de toi dans des conférences, sont toujours tournés vers l'autre. Et j'ai envie de te demander, même si tu nous as éclairé sur tes réponses, mais comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce que tu deviens la Emmanuelle Piquet d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ton essence? Il y a eu la découverte de ce livre qui t'a motivée, mais comment est-ce qu'après autant d'années, tu as encore cette foi, entre guillemets, qui te tient? Alors, je pense que la relation a toujours eu une importance absolument démesurée chez moi. Je crois vraiment au bienfait de la relation. Et je crois qu'il y a des relations qui font du mal, vraiment. Et je crois qu'il y a des relations qui font du bien, au contraire. Et vraiment, notre travail, c'est justement d'une certaine manière d'améliorer, de rendre fonctionnelles des relations qui jusque-là étaient dysfonctionnelles. Et je crois que ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cette approche, c'est qu'elle est infiniment non pathologisante. C'est-à-dire que on considère pas que l'un ou l'autre est profondément, je ne sais pas, méchant, immoral, pervers ou je sais pas quoi. On essaye vraiment de travailler sur comment, quand on veut faire bouger une relation, on peut s'y prendre. Donc, la relation, ça fait partie de mon essence, je pense. C'est vraiment un point tout à fait fondamental. Et puis, l'école de Palo Alto a ceci d'absolument impressionnant, que, en fait, chaque cas est immensément différent.
de celui qu'on a eu juste avant. Donc en fait, on est en permanence en recherche, on est en permanence en apprentissage, en modélisation. Et comme moi, j'ai la chance, en fait, et ça c'est vraiment une grande chance, d'être sur des territoires qui demandent des énergies très différentes. C'est-à-dire que l'énergie de la thérapie, c'est une énergie extrêmement particulière, très centrée, très en trac aussi, puisque on a quelqu'un en face de nous qui souffre et qui vient nous demander de l'aide. Donc il y a quelque chose de très intense dans cette relation. La formation, c'est une autre énergie parce qu'il y a moins d'enjeux humains, même s'il y a un enjeu plus pédagogique. Donc, mais en même temps, c'est tout à fait intéressant sur un plan intellectuel et encore une fois relationnel. Moi, j'ai fait énormément de supervision. C'est une énergie encore totalement différente puisque là, on est vraiment sur de la dentelle en fait clinique. J'ai la chance de superviser des thérapeutes extrêmement aguerris et très brillants, donc j'ai parfois très mal à la tête, bien entendu. J'ai aussi le territoire de la conférence qui est une énergie très différente avec beaucoup d'adrénaline. Oui. Voilà, et quelque chose d'extrêmement positif sur la rencontre, là, pour le coup, collective. Et puis, enfin, j'ai l'écriture, qui est une énergie très solitaire, très différente, très, très cérébrale. Et donc, je crois que une de mes autres essences, c'est vraiment de pouvoir naviguer avec ces différentes énergies et donc de jamais m'ennuyer et d'être toujours sur des choses, au fond, très nouvelles, quoi. Oui, pas de routine. Voilà, exactement. Et l'école de Palo Alto permet ça. Est-ce que tu aurais aimé que je te pose une question qui n'est pas venue? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu espérais pouvoir discuter aujourd'hui et je t'ai pas posé la question nécessaire? Non, franchement, pour l'instant, je passe un très bon moment et je ne vois pas de questions qui me manquent pour l'instant. Très bien. Alors, on va glisser sur cette fin d'interview avec quelques petites questions un peu plus légères. Légères ou pas d'ailleurs, à voir. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais à Emmanuelle Piquet lorsqu'elle avait 10, 15 ans, à ton choix? Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de l'époque? À 15 ans, je me dirais, tu as tout à fait raison de miser sur les relations. Oui. Et la preuve en est. Est-ce que tu veux bien nous partager le dernier livre, film ou la dernière musique que tu as découvert et qui t'a apporté quelque chose? Alors, c'est la série Empathie, sur laquelle j'ai été totalement scotchée. On aurait dit une vieille ado débile. En plus, je forçais mon mari d'amour à regarder avec moi. Bon, il a adoré aussi, hein, au bout du compte, mais Bon, ça va. j'ai vraiment... Je ne sais pas si tu l'as vue. Pas encore, mais elle est de côté. Elle est sur ta tablette. Sincèrement, donc cette femme qui est à la fois l'actrice et la réalisatrice, c'est pour moi un espèce de génie. C'est d'une douceur, c'est d'une intelligence. C'est vraiment une façon de voir la relation, justement, l'accompagnement des personnes en souffrance, qui est pour le coup, je trouve, infiniment respectueuse. Et il y a beaucoup de Palo Alto pour moi dans cette série-là. Ça m'a vraiment emballée. Ok, donc tu me donnes encore plus envie de trouver le temps de la voir. Si tu étais un moment de détente, qu'est-ce que tu serais? Moi, le moment où je me sens le plus détendue, parce que sans doute la plus complète, c'est quand je suis entourée de tous mes précieux. Donc, à la fois au-dessus, hein, la génération d'au-dessus, et puis mes enfants, et puis mon petit-fils, et aussi mes amis chéris. Là, vraiment, je pense que c'est là où je suis le plus en détente. D'accord. À nouveau, ce lien finalement qui prend toute place pour toi. Oui, tout à fait. Et la toute dernière question, pour clôturer cette discussion, j'aimerais avoir ton mot de la fin. Donc c'est une petite tradition ici. Le mot qui te passe par la tête. Pas forcément le plus joli, pas forcément celui que tu as envie de défendre, mais un mot que tu as envie de partager avec nous. Apaisement. Apaisement, super. Un grand merci à toi, Emmanuelle, d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.